Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, le Mazda CX-70 2025 que je mets à l'essai. On parlera brièvement de la moto électrique RFN Ares, évidemment faite par Apollo. Je reviendrai aussi sur mon essai du Chevrolet Equinox EV qui va faire énormément jaser, un produit très attendu. Mais d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quelle était la devancière de la Volkswagen Passat qui a été vendue uniquement sur le marché américain de 1982 à 1988? On sait que la Passat est arrivée chez nous en cours d'année 1989. Eh bien, la devancière, c'était la Volkswagen Quantum, qui avait été offerte en modèle à 3 portes, en berline et en familiale aussi. Alors, un véhicule qui n'a pas connu énormément de succès aux États-Unis. C'est une voiture qui s'est vendue sur d'autres marchés sous d'autres noms également, mais elle n'a jamais été commercialisée au Canada. La première berline intermédiaire vendue chez nous au Canada, c'était bien sûr la Passat en cours d'année 1989 comme modèle 1990, berline ou familiale. Et on le sait, la Passat a quitté notre marché définitivement l'an dernier. Une voiture qui est désormais vendue comme un produit américain, littéralement, qui n'était pas vendu ailleurs dans le monde sous cette forme. Évidemment, qui a perdu sa pertinence au fil des années. Alors, Chevrolet Equinox, je n'ai pas le choix d'arriver avec ce sujet-là parce que c'est très attendu. Un produit qui débarque dans les semaines à venir chez les concessionnaires. On n'a pas encore le prix de la version 1LT qui sera le modèle d'entrée de gamme, mais on sait qu'il est affiché aux États-Unis à 34 995 US. Donc, on peut s'attendre à une facture qui va être légèrement au-dessus des 40 000 canadiens. Un véhicule, évidemment, à roue motrice avant, mais qui a cet avantage d'une batterie de 85 kWh pour une autonomie de 513 km. Consommation énergétique qui est très raisonnable à 16,5 kWh par 100 km. Donc, c'est à peine plus que la précédente Chevrolet Bolt. On sait aussi que Chevrolet va ramener la Bolt. Alors, ce duo-là risque de connaître énormément de succès sur notre marché et ça va faire en sorte que les gens qui cherchent un produit électrique vont trouver réponse chez Chevrolet avec, bien sûr, la Bolt, l'Equinox, le Blazer qui a été lancé tout récemment et même le Silverado électrique qui, lui aussi, débarque chez les concessionnaires au moment où on se parle. Pour l'heure, l'Equinox EV est offert en 4 déclinaisons, donc 2 LT, 2 RS, 3 LT, 3 RS, en roue motrice avant avec 513 km d'autonomie ou en modèle à rouage intégral où là, on gagne en puissance à 288 chevaux, mais on perd un peu d'autonomie pour arriver à 459, ce qui est encore excellent considérant le créneau de véhicule dans lequel il se trouve. Un créneau qui est difficile à définir parce que du côté de chez Chevrolet, on va le comparer autant à un Nissan Ariya, un Tesla Model Y, qu'à une Ioniq 5 chez Hyundai, par exemple. Mais il faut considérer que le prix de l'Equinox EV se rapproche davantage de celui d'un Kona électrique. Et quand on fait l'exercice de comparaison, c'est évident que Chevrolet a l'avantage parce que pour à peine 1 000 de plus qu'un Kona électrique de base, donc la version Preferred, l'Equinox 2LT, qui fait office de modèle de base pour le moment, va proposer évidemment beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de confort, de technologie. Roue motrice avant également, mais 100 km d'autonomie supplémentaire. Alors, ça vient complètement changer la donne pour ce produit-là, qui est un véhicule familial beaucoup plus pratique, plus joli également que le Kona électrique, mais ça, évidemment, c'est une question de goût personnel. Et pour 3 500 $ de plus sur chacune des versions, vous ajoutez le rouage intégral. Alors, c'est sûr que c'est un véhicule à succès, c'est très attendu. On a des taux de financement de location à 5,9 % actuellement, donc on est capable de louer, par exemple, un Equinox EV en incluant les crédits gouvernementaux à moins de 550 $ par mois, taxes incluses sur 4 ans. Ça en fait un produit très intéressant considérant qu'on n'a pas d'essence à mettre. Et essentiellement, si vous comparez le coût de revient d'un Equinox EV versus une version équivalente à essence actuellement vendue en 2024, il y a à peu près 5 000 $ d'écart et pas besoin de vous dire que vous serez en mesure de rentabiliser ce 5 000 $ d'écart en moins de 2 ans uniquement par le fait que vous ne mettrez pas d'essence dans votre véhicule. Alors, ça peut être vraiment une formule intéressante, l'Equinox EV, très
très hâte de voir quel sera le prix de la version 1LT qui va débarquer probablement d'ici la fin de l'année comme modèle 2025 également. Et côté comportement, c'est franchement intéressant. L'habitacle est très spacieux, double écran numérique, 17,7 pouces, écran central incliné vers le conducteur, Google intégré dans le véhicule. Alors, c'est un produit qui comprend énormément de gadgets intéressants et la seule option qui peut être superflue en ce qui me concerne, c'est bien sûr le système Super Cruise, conduite semi-autonome, franchement intéressante, mais à 3 240 $ plus taxes pour cette seule option, ça fait quand même assez cher. Je vous parle maintenant rapidement de cette moto qu'on m'a prêtée pour mettre à l'essai. Alors, c'est le manufacturier Apollo qui fabrique cette moto-là, une entreprise qui a ses bureaux en France, mais évidemment qui fabrique le plus clair de sa production du côté de la Chine. Et cette moto-ci a cet avantage d'être à la fois légale pour la route, mais peut être immatriculée littéralement comme un scooter. Donc, pas besoin de permis de moto pour la conduire, pas besoin de permis de voiture non plus. En fait, il suffit d'avoir un permis de scooter pour pouvoir circuler avec ça. Et évidemment, bien, ça a cet avantage de pouvoir aller jouer hors des sentiers battus parce que c'est un véritable motocross. Donc, c'est assez polyvalent comme produit. Je vous dirais que pour avoir roulé avec, le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a vraiment pas de rangement. Alors, il faut se traîner un sac à dos, ça c'est certain, versus un scooter traditionnel, par exemple. Mais c'est tout électrique. Ça a à peu près 80 km d'autonomie avec la batterie standard, mais on peut aller chercher une batterie de 6 kWh qui, elle, va vous offrir davantage d'autonomie. Il y a 3 modes de conduite sur cette moto. Le mode lapin, le mode tortue, évidemment. Alors, ce sont les 2 modes que vous utiliserez la majorité du temps, mais il y a le mode bombe aussi, que je déconseille parce que la réaction à l'accélérateur est tellement vive que vous allez être surpris. Il faut vraiment être habitué pour exploiter ce mode de conduite-là. Il y a un reculon aussi. La batterie se recharge en 3 heures à peine à 100 % à la maison sur du 110, mais vous pouvez aussi la brancher sur charge lente pour aller chercher une charge plus profonde et pour optimiser le rendement énergétique. C'est 180 livres au niveau du poids, alors c'est très intéressant. Et moi, le truc qui me convainc un peu plus qu'avec n'importe quelle autre moto électrique chinoise, bien sûr, c'est le fait qu'on ait accès à des pièces, à un service après-vente. Il y a un réseau de concessionnaires qui distribuent ce produit-là chez nous au Québec. Plus d'une vingtaine de concessionnaires qui les vendent et qui ont des pièces disponibles si jamais on brise quoi que ce soit. Alors ça, c'est la bonne nouvelle parce qu'évidemment, on ne veut pas acheter un produit qui sera plus bon dès le premier bris ou défectuosité. Alors ça, c'est un truc qui pour moi est important. 7 300 $, c'est vraiment pas donné par contre, mais vous avez mince consolation, une subvention de 500 $ pour véhicules électriques que le gouvernement vous octroie à l'achat d'un produit comme celui-là. Je vous parle maintenant du Mazda CX-70 qui est ici. Essentiellement, un CX-90 auquel on a retiré la 3e rangée. On a redessiné le pare-choc. On a des teintes différentes un peu, approches un peu différentes au niveau des versions des équipements parce que le modèle de base, c'est une version GSL. Mais grosso modo, vous allez entrer chez un concessionnaire Mazda et vous allez choisir entre un CX-90 à 3 rangées de sièges ou ce produit-là à 2 rangées de sièges. C'est exactement le même véhicule, mis à part la banquette de 3e rangée. Et je vous dirais que bien que la soute à bagages soit extrêmement spacieuse, le plancher de coffre demeure relativement élevé. Je m'attendais à gagner davantage d'espace au niveau du coffre que ce qu'on retrouve là-dedans. Et je ne vois pas nécessairement l'intérêt de choisir un CX-70 plutôt qu'un 90 parce que le prix est essentiellement le même et qu'on ne gagne pas énormément de volume cargo par rapport à un CX-90 lorsque la banquette est abaissée. Qui plus est, bon, la version que je mets à l'essai cette semaine, c'est une version PHEV, donc hybride rechargeable. Et ça, c'est le point qui est décevant pour moi parce qu'autant le 6 cylindres en ligne dans les différentes déclinaisons des CX-70-90 sont fort intéressants. Belle souplesse, une mécanique franchement réussie, consomme très peu, 8,5
2,5 litres au 100 km en 4 roues motrices pour un produit de cette taille-là. C'est franchement impressionnant. On a fait 8,5 à 8,8 litres de moyenne avec un CX90 à 6 cylindres, ce qui est en deçà de la moyenne annoncée par le constructeur. Mais dans ce cas-ci, l'autonomie électrique, c'est 42 km annoncé. J'ai pu aller chercher 44 dans le meilleur des mondes, mais pas beaucoup plus que ça, en fait, pas plus que ça. Et après quoi, bien, vous tombez avec le moteur 4 cylindres 2,5 litres qu'on connaît chez Mazda, qui, lui, va consommer facilement 9 litres au 100. Alors oui, c'est possible de circuler, de faire des petits trajets en tout électrique, mais je vous dirais que l'expérience de conduite n'est pas super impressionnante. La transmission à 8 rapports, ça donne des coups, on le sent plus avec cette version électrifiée qu'avec le moteur à 6 cylindres qui exploite la même transmission. Une transmission avec laquelle on a quelques petits problèmes jusqu'à maintenant. Il faudra régler ça du côté de chez Mazda. Mais en ce qui me concerne, je préfère de loin la version à essence, même si, bien sûr, il y a des avantages à aller chercher une version hybride rechargeable comme celle-là, pouvoir rouler une quarantaine de kilomètres en tout électrique, probablement autour de 25 durant l'hiver, pouvoir bénéficier d'un crédit gouvernemental et pouvoir avoir accès à certaines voies pour immatriculation verte au Québec notamment. Alors, il y a quand même un certain nombre d'avantages, mais l'expérience de conduite est certainement plus convaincante avec le 6 cylindres qu'avec cette combinaison hybride rechargeable. En terminant, question de la semaine, quelle est la seule voiture sous-compacte à avoir été vendue en 1990 au Canada qui était dotée d'un sac gonflable? Réponse la semaine prochaine.